Bienvenue dans notre exploration du jour. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet vraiment clé pour toute entreprise, comment bien accueillir ces nouvelles recrues. C'est un moment, on le sait, décisif. Et pour ça, on va s'appuyer sur un guide assez pratique, 9 conseils pour aider les nouveaux employés, qui nous vient du repère des CIP. Notre idée, c'est simple, décortiquer ensemble ces conseils, voir comment créer une super expérience d'intégration qui donne envie de rester, de s'investir. C'est pas juste une formalité, hein, c'est un vrai investissement. Absolument. Et c'est crucial de comprendre ça. L'intégration, l'onboarding, comme on dit parfois, ça va bien au-delà de la paperasse. En fait, on pose là les premières pierres d'une relation de travail solide, de confiance. Une bonne intégration, c'est un signal fort pour l'engagement, pour la durée de vie dans l'entreprise et donc pour la performance globale. C'est vraiment un investissement dans le capital humain. Parfait. Alors allons-y. Le tout premier conseil, Oui. l'intégration précoce. L'idée, c'est de contacter la personne avant même son premier jour. Un petit mot de bienvenue, quelques infos pratiques, c'est proactif, j'aime bien. Mais quel effet ça a concrètement sur la personne, psychologiquement? C'est normal. Mais au-delà de ça, c'est un message fort. Ça dit, on vous attend, votre arrivée est préparée, vous faites déjà un peu partie de l'équipe. Ça crée un premier sentiment d'appartenance avant même d'être là physiquement. C'est une sorte de pré-accueil, si vous voulez. Ah oui, pré-accueil, j'aime bien le terme. Ça montre bien que ça commence avant le jour J. D'accord. Alors, point numéro 2, le programme d'intégration et la formation. Là, le guide parle d'un programme structuré, complet. On ne parle pas juste de savoir où est la machine à café, visiblement. Faut couvrir les tâches, bien sûr, mais aussi la culture d'entreprise, les valeurs, ce qu'on attend de la personne. C'est assez large. C'est large, mais c'est nécessaire. Un programme bien ficelé, ça répond à deux besoins clés. Le premier, c'est l'opérationnel. Donner les outils, les compétences pour que la personne soit autonome, productive, le plus vite possible. Ça, c'est la base. Mais le deuxième besoin, il est tout aussi important. C'est le côté culturel, social. Aider la personne à comprendre comment ça marche ici, les codes non dits, la façon de communiquer, les valeurs qu'on vit au quotidien. C'est fondamental pour s'aligner, pour se sentir bien et pas juste être un exécutant technique. Je vois, pour éviter le décalage. Mais alors, un programme très structuré, est-ce que ça ne risque pas d'être un peu rigide, un peu impersonnel peut-être? C'est une bonne question. Et c'est là qu'intervient sans doute le troisième conseil, la personnalisation de ce programme. Le guide suggère justement de l'adapter, selon les services, par exemple. Pourquoi c'est si important cette adaptation? Ah voilà, donc pas un truc taille unique pour tout le monde. Exactement. Un tronc commun, oui, c'est souvent utile pour partager la vision générale, les valeurs, les outils communs, etc. Mais après, chaque équipe, chaque métier a ses propres réalités, ses défis spécifiques, son jargon, ses interlocuteurs privilégiés, même sa microculture parfois. Personnaliser l'intégration, ça permet de cibler ce qui est vraiment pertinent maintenant pour la personne dans son poste. Ça rend l'apprentissage plus efficace, plus rapide, et ça montre aussi qu'on fait attention à elle, à ses besoins spécifiques. Donc, bien faite, la personnalisation, ça optimise, ça n'alourdit pas. D'accord, donc la personnalisation, c'est pas un luxe, c'est vraiment pour être efficace. Très clair. On enchaîne avec un point qui m'a un peu surpris, le numéro 4, aborder les défis. L'exemple donné, c'est l'hôtellerie-restauration. Le guide dit parler ouvertement des difficultés potentielles, les horaires décalés, les coups de feu, mais aussi mettez en avant le positif, l'équipe, le contact client. C'est du réalisme en fait. C'est du réalisme. Mais c'est surtout une stratégie. Une stratégie de gestion des attentes. C'est crucial. Si on cache les difficultés d'un poste, on prépare juste le terrain pour la déception et souvent pour un départ rapide. Imaginez, on recrute quelqu'un sans lui parler de la pression des objectifs ou des aspects moins sympas du job. Forcément, ça va coincer. Être transparent sur les défis, tout en les mettant en balance avec ce qui est gratifiant, les perspectives, ça permet à la personne de se projeter plus justement. Ça montre que l'entreprise est lucide, qu'elle fait confiance, ça renforce la crédibilité et ça prépare mentalement. Tout en gardant la motivation, bien sûr. Oui, gérer les attentes pour éviter les claques. C'est logique finalement. Et ça m'amène au cinquième point, la structure hiérarchique. Le guide pointe un truc important, beaucoup de gens partent à cause d'une mauvaise relation avec leur chef direct. Donc la clarté de qui fait quoi et surtout un bon management, ce serait essentiel. C'est si déterminant que ça? Ah oui, c'est absolument central.
Le manager de proximité, c'est la figure clé dans l'expérience d'un nouvel employé. Surtout au début. C'est lui ou elle qui fixe les attentes, qui donne le feedback, qui distribue le travail, qui incarne le lien avec l'organisation. Un manager clair, qui soutient, qui est disponible, qui donne des objectifs qu'on comprend et qui reconnaît les efforts, c'est un des plus gros facteurs de rétention. Vraiment. À l'inverse, un manager absent ou trop flou, ou qui micromanage, ou qui manque de soutien, c'est la première cause de démotivation et de démission. On voit des gens partir très vite juste parce qu'ils se sentent paumés, qu'ils ne savent pas à qui rendre des comptes ou qui n'ont pas de points réguliers avec leur N+1. Donc oui, la qualité du management, c'est au cœur du sujet. Le manager, bien plus qu'un simple chef, donc. D'accord, on continue. 6e conseil, une culture de travail saine. Là, la liste est longue. Environnement agréable, stimulant, reconnaissance, équilibre vie pro, perso, se sentir valorisé. Waouh, c'est tout un programme, hein. C'est un écosystème, exactement. La culture d'une boîte, c'est pas les posters sur les murs, hein. C'est ce qu'on vit tous les jours. Les interactions, les décisions, les comportements qu'on encourage ou qu'on tolère. Un environnement agréable, c'est des relations respectueuses, oui, mais c'est aussi des locaux qui fonctionnent, qui sont sympas. La reconnaissance, c'est pas que les primes, c'est un merci sincère, valoriser une bonne idée, donner du feedback constructif souvent. L'équilibre vie pro-perso, c'est respecter les horaires, le droit à la déconnexion, être flexible si c'est possible. C'est tout ça mis ensemble qui crée un climat de confiance, de bien-être. Et c'est ça qui donne envie de s'investir. C'est pas un projet qu'on fait une fois, c'est une attention de tous les instants. Une culture qui se vit au quotidien, d'accord. Le 7e conseil, lui, parle des points de contact pour le soutien. L'idée, c'est de dire clairement à qui on peut poser des questions, demander de l'aide. On parle de mentors, de buddies, ses collègues référents. Pourquoi c'est important de formaliser ça? On ne peut pas juste demander à la ronde. Si, bien sûr, on peut toujours demander. Mais la réalité, c'est qu'un nouveau, souvent, il hésite. La peur de déranger, de poser une question qui semble bête, de passer pour incompétent, c'est une vraie barrière psychologique. Alors, si on désigne officiellement des personnes ressources, le manager, oui, mais aussi un mentor pour le côté carrière ou un buddy pour les questions plus pratiques du quotidien, on lève cette barrière. On dit c'est normal de demander et voici à qui. Le système de buddy, par exemple, c'est génial pour transmettre la culture informelle. Les petits trucs et astuces qu'on trouve nulle part. Ça accélère l'autonomie, mais ça renforce aussi beaucoup le sentiment d'être accompagné, d'être intégré socialement. Oui, faire tomber les barrières pour que l'info circule et qu'on se sente moins seul. Très clair. On arrive au 8e conseil, les conditions de travail équitables. Là, on revient à des choses très concrètes. Le salaire, l'équilibre vie pro-perso encore, les conditions matérielles, la sécurité, un bureau agréable et les avantages, horaires, congés. Ça sent les fondamentaux, non? C'est exactement ça. Ce sont les fameux facteurs d'hygiène dont parlait Herzberg. En gros, c'est la base de la base. Si ces éléments sont perçus comme pas suffisants ou injustes ou pas au niveau du marché, eh bien ça crée de l'insatisfaction. Et ça devient une raison majeure de partir. Et ce qui est important de comprendre, c'est que même si tout le reste est génial, la mission est passionnante, la culture est top, le manager est super, si les conditions de base sont vues comme inéquitables, un salaire trop bas, une charge de travail humaine, des locaux pourris, ça finira par miner le moral et par pousser les gens à aller voir ailleurs. L'équité perçue sur ces fondamentaux, c'est le socle. Sans ce socle, tout le reste est fragile. Donc même la meilleure mission du monde ou la culture la plus incroyable, ça ne suffit pas à compenser durablement si on se sent traité inéquitablement sur ces basiques. Sur le long terme, c'est très compliqué. Ce sentiment d'injustice sur les facteurs hygiéniques, ça crée une dissonance, un ressentiment qui finit souvent par prendre le dessus. C'est pour ça qu'ils sont essentiels. Même s'ils ne suffisent pas à motiver, ils sont la condition nécessaire, la fondation. La fondation indispensable donc. Compris. Et on arrive au dernier conseil, le 9e. La reconnaissance des réussites. L'idée clé ici, c'est de célébrer les premières réussites, même si elles semblent petites. Finir sa formation initiale, par exemple. Qu'est-ce que ça apporte, cette reconnaissance précoce? C'est puissant, comme mécanisme. C'est du renforcement positif. Et ça construit la confiance en soi. Pour quelqu'un qui arrive chaque petite victoire, maîtriser un outil, finir sa première tâche seule, comprendre un process interne, c'est une étape importante. Reconnaître ça explicitement, même si pour les anciens ça paraît banal, ça valide les efforts. Ça renforce le sentiment de compétence, d'efficacité. C'est un bon remède contre le syndrome de l'imposteur qui touche souvent les nouveaux. Cette reconnaissance rapide, ça nourrit la motivation intrinsèque.
Je suis capable. On voit mon travail et on l'apprécie. Ça crée une boucle positive. Succès, reconnaissance, plus de confiance, plus d'engagement, d'autres succès. C'est un super levier d'engagement dès le début. C'est très parlant, cette boucle vertueuse. Alors, si on essaie de rassembler tout ça, ces 9 conseils, ça dessine vraiment un parcours complet. Ça va de la préparation avant l'arrivée, à la structure et la personnalisation de l'accueil, en passant par la transparence, le rôle du manager, l'attention à la culture et aux conditions, le soutien, la reconnaissance. C'est une vision à 360 degrés en fait. Qu'est-ce que ça nous dit au final, Sam? Ça nous dit que réussir une intégration, c'est pas juste cocher des cases sur une liste RH. C'est mettre en place un système cohérent, une philosophie d'accueil qui met l'humain au centre. Ces 9 points, ils sont liés, ils se renforcent les uns les autres, pour créer une expérience qui soit positive, structurée et où on se sent soutenu. L'objectif final, comme le dit la source, c'est pas juste de passer les premières semaines, c'est de créer les conditions pour que la personne s'épanouisse, qu'elle développe son potentiel et qu'elle ait envie de rester longtemps. C'est gagnant-gagnant. Un employé bien intégré est plus engagé, plus performant, il reste. C'est bon pour lui et c'est bon pour l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut vraiment voir ça comme un investissement stratégique majeur, pas comme un simple coût. Investissement stratégique, oui, le mot est juste. Merci beaucoup pour cette analyse. C'était vraiment éclairant de décortiquer ces 9 clés. On voit bien qu'une intégration réussie, ça demande une vraie démarche, volontaire, réfléchie, proactive. Tout à fait. Et peut-être pour lancer une dernière petite piste de réflexion, qui va un peu dans le sens de ce document, très orienté culture positive. On a beaucoup parlé des programmes, du rôle des RH, des managers, qui est crucial, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin? Comment est-ce que chaque collègue, au quotidien, peut contribuer? Par un mot sympa, une aide spontanée, une invitation à déjeuner, à créer cette atmosphère vraiment accueillante, inclusive. Est-ce que l'intégration, c'est seulement une affaire qui vient d'en haut, ou est-ce que c'est pas aussi, et peut-être surtout, une responsabilité partagée par toute l'équipe, par chacun dans sa façon d'accueillir et d'interagir avec les nouveaux? Ça interroge notre culture d'accueil à tous, en fait. Excellente question pour finir. Ça élargit vraiment la perspective et ça rappelle que l'intégration, finalement, c'est l'affaire de tous. Notre exploration de ces 9 conseils s'arrête sur cette pensée stimulante. Merci de nous avoir suivis.